Et tout est juste, c'est-à-dire que le point de vue du parent est juste, le point de vue du jeune est juste, le point de vue du prof est juste, celui de l'éduc est juste. L'éduc, il arrive, il fait quoi? Il chope le gamin par les oreilles. Je t'ai vu regarder les mouches dehors. À tous les entrepreneurs, je dis putain, mais donnez-leur leur chance. Mais oui, c'est ça. On vous a donné une chance, à vous sans doute. Dès qu'un petit gamin vient prendre un stage, je le prends. Je dis mais bien sûr qu'il faut qu'il vienne voir. On se retrouve à avoir appliqué pendant longtemps quelque chose qu'on nous a dit de faire parce qu'on pensait que c'était bon pour nous. Mais en fait, il se trouve que des fois, ça ne colle pas du tout à la personne. Bienvenue dans ma story, on va l'appeler. On peut faire un très mauvais départ et quand même une belle arrivée. Toujours dans cette thématique, on a abordé la dyslexie, la difficulté scolaire, la difficulté familiale, sociale. Et là, aujourd'hui, on est avec Anne, qui est, présente-toi, qui fait... Je suis enseignante spécialisée. Voilà, enseignante spécialisée, une ancienne institutrice. Oui. Qui a voulu se spécialiser un peu dans la difficulté que les enfants pouvaient rencontrer dans la scolarité. C'est ça, D'accord. enfant, ado. Voilà, ado. Voire adulte. Vous allez jusqu'à quel âge? Tu vas de quel âge à quel âge du coup? Et ben en fait, il n'y a pas de limite. Comme je suis encore sur un temps, sur un dispositif dans un établissement, là, ce sont des collégiens. Mais dans ma partie libérale, il n'y a pas de limite d'âge. Du coup, tu es instit, tu as démarré instit. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de chemin et de devenir cette enseignante spécialisée? Qu'est-ce qui a déclenché ça, exactement? Alors en fait, dès le départ, j'avais envie d'être enseignante spécialisée. Je pense que ce qui a déclenché, c'est mon propre parcours, voilà, avec l'observation que j'ai faite aussi de mon parcours, avec des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas, l'observation aussi de mon entourage. Voilà, j'ai été touchée aussi par un de mes frères qui a eu un parcours aussi un peu atypique. Et voilà, et par les gens autour de moi. Et il y avait cette envie dès le départ d'aller comprendre comment accompagner quand ça ne va pas. Et le fait d'avoir été très observatrice aussi quand j'étais à l'école m'avait fait prendre conscience qu'il y avait plein de paramètres qui pouvaient se jouer. Et j'avais envie d'aller explorer tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que tu travailles... En gros, tu fais du repérage. Tu croises tes élèves, tu croises les élèves en difficulté dans l'école. Et puis, tout à l'heure, je vais revenir en arrière, tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait tout un système aussi, il y avait des éducs, il y avait plein de gens qui faisaient déjà du repérage déjà dans cette école. Parle-nous de ça, s'il te plaît. Oui. Comment on les appelle, comment on les nomme, comment eux ils procèdent, quelle vision ils ont tout de suite, qu'est-ce qu'ils voient tout de suite et qui dit tiens là il y a une difficulté, comment on les repère tous ces gamins en difficulté? Parce que moi j'ai été un grand tricheur et un grand malin, tu sais, moi je me suis démerdé, caché, faire croire mes notes machin. Donc, moi un jour il y a un prof, il me dit au bout de à la fin de l'année j'avais 0, il me dit putain mais tu m'as bluffé toute l'année, en vérité t'as rien compris. J'ai rien compris. Vas-y. Explique-nous tout ça, s'il te plaît. Alors, pour la partie collège, du coup, donc c'est un dispositif de la Fondation d'Auteuil. En fait, on est 4 intervenants. Donc, il y a une éducatrice spécialisée qui va travailler plutôt la relation à soi, la relation aux autres. Il y a une éducatrice qui s'occupe plutôt du parcours à venir, les aider à se projeter dans leur avenir, à trouver une voie après la 3e. Il y a un prof de maths qui donne aussi quelques heures. Et moi, donc, j'interviens plutôt sur... le rapport aux apprentissages, les aider à donner du sens à leur travail, à avoir une méthodologie et surtout à voir qu'en fait ils sont compétents et qu'en fait ils savent faire, parce que ça j'y crois profondément et je le vois. Donc ceux qui identifient, ce sont soit les profs, soit aussi donc la responsable de ce dispositif qui est aussi prof. Est chargé aussi de pédagogie. Et donc puis, le prof il voit. Le prof il le voit avec les notes. Alors il le voit avec les notes. L'enfant dissipé, pas dissipé. Il le voit regarder les mouches, que moi je regardais dehors tout le temps dehors. Ça, il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui regardent les mouches, il y a ceux qui explosent, il y a ceux qui implosent, il y a ceux qui filoutent aussi, c'est vrai, mais des fois on s'en rend compte. Donc il y a les profs, il y a les éducateurs, parce que donc dans le collège où je suis, il y a pas mal d'éducateurs. Donc, eux sont vraiment précieux aussi. Donc, du coup, l'éduc, il arrive, il fait quoi? Il chope le gamin par les oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder les mouches dehors? Non. Comment ça se passe? Parce que moi, j'ai le souvenir d'éducateurs. Oui, non. Alors, en fait, les éducateurs, ce qui est génial, c'est qu'ils les voient, en fait, beaucoup, puisqu'ils les voient pas que sur une heure de cours.
Il les voit des fois à l'internat, et dans la cour, etc. Oui, parce que là où tu es, c'est un internat. Il y a un internat. D'ailleurs, j'y étais 1 an dans cette école. Ils sont pas tous internes, mais voilà. Et il y a aussi les AESH, donc ce sont les personnes qui accompagnent des élèves qui ont des troubles reconnus. Voilà, et pour moi, toutes ces personnes sont vraiment, j'aime bien dire aux ESH que ce sont des petites fées. En l'occurrence, avec des femmes. On ne sait pas ce que c'est. Ah oui, AESH. Alors, ce sont des personnes qui sont missionnées par la MDPH, la Maison des personnes en situation de handicap, et qui vont accompagner des élèves qui ont un trouble reconnu et qui les handicapent vraiment dans leur scolarité. Donc, ça peut être des troubles de l'ordre 10, de l'ordre TDAH, autisme ou autres, parfois aussi. Voilà. Mais au collège, c'est pas l'autisme, il n'est pas déjà détecté bien avant? Alors, ça peut être chaud au collège? Il peut être détecté avant, il peut être détecté après. On peut se rendre compte à 40 ans qu'on a un trouble autistique. Ah ouais, d'accord. Voilà, il y a pas. En fait, tout dépend de son parcours, de ses propres compensations, aussi de ce qu'on a mis en place pour compenser. Et voilà. Et en fait, même si c'est détecté, des fois, on n'a pas encore les moyens de compenser tout seul. Et donc, on a parfois besoin d'une tierce personne qui sera là quelques heures par semaine ou plus parfois pour aider l'élève à faire son parcours scolaire. Donc, dans l'ordre, le prof, bien sûr, ça c'est normal, il est en première ligne. Le prof, il voit une difficulté, hop, il met, et donc du coup, il en parle déjà à un éducateur, à plusieurs éducs. Non, en fait, la personne qui voit, que ce soit le prof ou l'éduc. Mais vous faites quoi? Vous faites une réunion? Vous faites une réunion? Eux, ils se réfèrent. En fait, on a fait une grille dans le dispositif pour voir s'il y a des critères qui peuvent faire penser qu'il pourrait y avoir du décrochage. Et en fait, les personnes vont se référer à la responsable du dispositif. Voilà. Et ils vont lui dire, je pense que tel élève, ce serait peut-être bien qu'il vienne. Ça s'appelle le DIAMS, le dispositif. Et puis des fois, il y a aussi des élèves qui connaissent le dispositif ou qui en ont eu un petit aperçu, soit par d'autres élèves, soit parce que des fois, sur une heure de creux, je peux proposer à certains de venir pour un petit coup de main. Et des fois, ils demandent, eux, à dire... Et après, ils disent, en fait, je crois que ça pourrait me faire du bien. Est-ce que je peux venir un moment? Il y en a qui viennent un peu contraints et forcés, il faut le dire aussi. Voilà. C'est rare, ça doit être rare, mais bon... quoi donc? Que les gamins déclenchent, eux, le... Oui, c'est rare. Mais quand ils connaissent un peu, oui, ils peuvent le... Voilà. Ou des fois, certains qui sont venus, après, on leur a dit, maintenant, tu peux arrêter. Et au bout d'un moment, ils reviennent en nous disant, en fait, je crois que j'ai encore besoin, voilà. Oui, c'est super quand ils font ça, c'est génial. Et là, les parents, ils sont informés, du coup? Alors oui, c'est obligatoire. Tout de suite. Les parents sont informés. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que, on constate ensemble que ça va pas fort, et donc on leur dit qu'on peut leur faire cette proposition. Seulement, ça va se faire sur des temps de cours. Donc, il faut aussi qu'ils donnent leur accord pour que l'élève à ce moment-là ne soit pas en cours, classique. Voilà, et on leur dit qu'ils s'engagent sur une période. Donc pendant une période, il y aura un emploi du temps un petit peu adapté. Et voilà. Donc du coup, dans cette période, quand le gamin il a été repéré, ou il est venu se dénoncer, ça n'aurait jamais été mon cas, ça c'est sûr. Mais justement, c'est aussi très chouette, ceux qui filoutent. Moi j'aime beaucoup les parcours comme ça. Filouteur, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord. C'est intéressant. Donc du coup, ouais, alors bien sûr, c'est plus comme avant. C'est moi, oui, tu vas finir balayeur, ou tu vas finir dans la rue, ou tu vas finir dans le bâtiment, ou clochard. Donc on n'est plus comme, c'est plus comme ça, on est d'accord. Je sais pas. En fait, on dit plus ça maintenant, je crois. En plus trop la mode, je crois bien. En théorie, non. Ouais, moi, c'était ça. Tu vas finir balayeur, au clochard, tu seras bon à rien. Ouais. Donc, du coup... ça peut arriver quand même. Ça peut arriver quand même. Oui. Et surtout, ce qui est un peu moche. Ce qu'il faut arrêter de faire d'ailleurs. C'est ça. Parce que c'est les parents qui nous regardent, arrêtez de dire à vos enfants, tu seras un balayeur, tu seras un clochard. Il faut éviter, voilà. Faut dire, faut à la rigueur rien dire. Et puis essayer de discuter avec l'éducation nationale ou discuter avec les éducs. Et puis essayer de trouver le problème. Qu'est-ce qui peut déclencher, bien sûr. Donc du coup, ce gamin, il sort. Enfin, on a compris qu'il avait une difficulté. Donc, il y a un éduc qui le prend en main, ou tu commences à intervenir déjà, tu commences à arriver là-dessus ou pas? Alors, quand l'élève vient dans le dispositif, là, on décide ensemble, avec la responsable, donc, si ça relève plutôt de l'éduc-spé, qui va être plutôt sur la relation à soi, relation aux autres, si c'est plutôt moi, ou si c'est nous tous, et souvent c'est plusieurs personnes. Soins aux autres, elle va travailler plutôt sur la relation à l'autre, à soi. Donc à l'autre, à soi. Ouais, c'est quoi les mots, c'est quoi les questions?
Comment on aborde le sujet avec le gamin? Alors, je suis pas EduxP, donc voilà, mais en fait... Comment elle va aborder le sujet? Parce que là... elle, ce qu'elle va surtout viser, c'est d'apaiser aussi l'élève, de lui permettre de mieux relationner avec les autres, et puis de aussi avoir une meilleure estime de lui-même. Donc elle le fait avec son côté éducatrice, et puis moi, je vais faire le côté aussi relation à soi, à travers les apprentissages, donc identifier que... oui, l'élève peut reprendre confiance parce qu'il va réussir, en fait, parce qu'il est outillé pour. Enfin, il ne sait pas qu'il est outillé pour, mais il va le découvrir. Donc là, l'éduc, c'est bon, elle a fait son boulot. Et après, là... Ou simultanément. C'est en même temps, d'accord? Oui. L'éduc fait son travail. Et toi aussi, tu es en parallèle. Oui. Et là, il sort du cadre. Enfin, donc du coup, tout le travail de l'éducation nationale a travaillé en amont. Du coup, ils ont dit, ce gamin, il a une difficulté ici, ici. Là, vous allez repérer un peu les 10 orthographiques, l'orthographe, voilà, tout ça. Et à ce moment-là, toi, tu arrives et comment tu discutes avec ce gamin? Tu commences par quoi? Tu l'attrapes et tu discutes, tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Alors, en fait, donc ça si c'est au collège, au bureau, c'est deux approches quand même un peu différentes. Au collège, en fait, soit je le connais déjà un petit peu, on s'est croisés sur la cour ou dans des sorties, des choses comme ça, où j'ai entendu parler de lui, voilà. Et en fait, on va faire un point sur sa situation. Donc, soit il a envie, et ça va être plus facile, soit il n'a pas envie, et du coup, il va falloir aussi trouver un moyen de pouvoir relationner ensemble, et voilà. Et souvent, je leur dis aussi que ce temps-là, c'est un temps qui peut être une vraie bouffée aussi d'oxygène pour eux, et puis qui peut leur permettre de regarder les choses sous un autre angle, parce qu'on va sortir, en fait, moi, je m'en fiche des notes. Alors, je m'en fiche pas complètement dans le sens où, pour moi, elles veulent dire qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, mais en fait, je considère que c'est pas une valeur en soi. Donc, la valeur, on va aller la chercher après dans ce que l'élève sait faire et qu'il ne sait pas qu'il sait faire. Voilà. Ok. Alors là, maintenant, je suis un de tes élèves. Oui. Au collège ou au bureau? Voilà, ma pauvre, t'es dans la merde, je suis ce qu'il y a de pire, d'accord? Oui. C'est ce qu'il y a de pire, donc j'arrive dans ton bureau, je débarque, oui. Je te dis bonjour Anne, bonjour, tu me dis bonjour. Bonjour John. Tu dis ce que tu veux. Donc, oui. Comment tu abordes le sujet maintenant? Voilà, fais comme si j'étais un élève. Oui, en même temps... Bonjour John. Non. Je suis un peu plus gros, un peu plus grand, un peu plus vieux, je suis d'accord avec toi. Mais non, en fait, ça va dépendre. Ça va vraiment dépendre à chaque fois. C'est-à-dire que si c'est au collège et que, en fait, il y a plein de cas de figure. Voilà, c'est soit l'élève est motivé, il a envie, et donc il va me dire tout de suite, Anne, j'en ai marre, j'en peux plus. Voilà, et je lui dis, écoute, moi, j'ai pas de baguette magique. Dans tous les cas, j'ai pas de baguette magique, mais voilà, je lui dis, ok, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde en premier ensemble? Est-ce que tu veux qu'on parte direct sur des matières? Est-ce que tu préfères qu'on parte sur d'autres choses? Et on y viendra quand tu seras prêt. Il y a plein de façons. C'est-à-dire que je peux aussi aller sur du contournement avec des jeux pédagogiques pour faire comprendre aussi des stratégies de mémorisation, d'attention, des choses comme ça. Et déjà que l'élève voit que, en fait, il sait plein de choses. Donc tu lui poses des questions un peu. Alors, oui, la première séance, et que ce soit au collège ou au bureau, je pose des questions parce que je travaille plutôt de manière systémique. C'est-à-dire j'ai besoin de comprendre un peu la globalité. Comprendre, ok, il y a des notes, il y a des trucs comme ça, mais il y a aussi tout un environnement, il y a un caractère, il y a des amis, il y a plein de choses, des centres d'intérêt. Donc la première fois, j'ai besoin de ce temps-là pour comprendre qui est un peu en face de moi. Et je leur dis bien à chaque fois que ça reste par contre bien confidentiel, ça reste pour nous. Alors au collège, on n'est que tous les deux. Au bureau, à chaque fois, je demande que les parents restent la première heure pour que justement on puisse faire ça ensemble et que l'enfant aussi, ou l'ado, entende... aussi parler de son histoire et des fois constater que le parent et l'enfant ou le jeune n'ont pas tout à fait le même regard. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est hyper intéressant. Deux univers différents. Voilà. Nos enfants et nous, on vit deux choses différentes. On a l'impression qu'ils vivent comme nous, mais c'est deux choses différentes. Ça, c'est énorme. Ouais. Et ça, on n'arrive pas toujours à comprendre parce que tu as souvent les parents qui disent « Ouais, mais moi, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Donc, allez, il faut que tu fasses comme ça. » Non. En vérité, c'est deux univers différents. C'est ça. Et donc, c'est chouette quand ils peuvent se rencontrer aussi ces univers, et ça c'est ce qui est bien au bureau, c'est qu'il y a cet espace-là aussi, pour pouvoir s'écouter, et moi je dis à chaque fois, je ne suis pas arbitre, c'est juste en fait faire du lien, et tout est juste, c'est-à-dire que le point de vue du parent est juste, le point de vue du jeune est juste, comme au collège, le point de vue du prof est juste, celui de l'éduc est juste, enfin bref, mais c'est juste qu'il faut qu'on arrive à croiser ces regards pour que déjà nous on ne détermine pas le jeune, parce qu'en fait on ne peut pas faire ça,
Mais que lui puisse entendre effectivement qu'il y a différentes perceptions et qu'après il puisse nous donner aussi des billes pour mieux le comprendre, pour ajuster les choses. Donc au départ c'est ça, c'est déjà essayer de passer un contrat de confiance pour parler un peu de soi. Moi je me présente aussi. Et ensuite, soit il vient en me disant je veux que tu m'aides vraiment là-dedans parce qu'il sait déjà ce qu'il veut. Et là c'est plus facile parce qu'on rentre directement dans la matière. Ceci dit, des fois, il peut aussi me dire je ne comprends pas telle ou telle matière. Et en fait, ce qu'on va observer tous les deux, c'est que ce n'est pas tellement la matière qu'il ne comprend pas, c'est plutôt l'entrée dans la tâche qui pose problème, ou la façon qu'il a de traiter les consignes, ou des fois, justement, quand il y a des troubles, comment un trouble 10 ou un trouble TDAH peut aussi gêner tout ça. Voilà, donc on va essayer de prendre du recul en fait, sur la difficulté pour la regarder sous un autre angle. Et ensuite, on va y aller tous les deux. Donc moi, tu lui apportes quelque chose? Au début, j'observe avec lui. Je lui dis, vas-y, fais, et puis tu m'expliques comment ça marche et tout ça. Et après, tu fais une petite analyse. Voilà, moi j'observe, je note. Je sais, tu connais ton travail, donc tu as l'habitude. Oui. Voilà. Donc et là, à ce moment-là, tu dis, écoute, là, il y a une possibilité. C'est ça, et c'est le mot possibilité. C'est ça, c'est juste. C'est-à-dire que pour moi, ce sont que des possibilités, ce sont que des hypothèses. Donc je vais proposer en disant, peut-être que là, en fait, tu pourrais essayer de faire comme ça. Et tu valides toi si ça marche ou pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne peut pas imposer en fait, un fonctionnement, parce qu'on a tendance à imposer notre propre fonctionnement. Et c'est comme ça que parfois, on se retrouve à avoir appliqué pendant longtemps quelque chose qu'on nous a dit de faire parce qu'on pensait que c'était bon pour nous, parce que c'était bon pour celui qui l'a dit. Mais en fait, il se trouve que des fois, ça ne colle pas du tout à la personne. Donc en fait, là, c'est plutôt vraiment dire, c'est des propositions. Soit ça fonctionne et on va le voir, mais il faut que quand ça fonctionne, ça veut dire que c'est assez fluide. C'est pas une lutte pour s'approprier le truc, etc. Soit ça fonctionne pas et on va chercher d'autres choses. On va chercher comment faire autrement, voilà. Et donc on tâtonne comme ça et en même temps, moi je fais plein de propositions différentes. C'est des propositions, donc tu lui fais quoi comme proposition? Tu vas faire du manuel, tu vas être intellectuel, tu vas... Ah non, c'est pas du tout cet ordre-là. Tu vas être machin, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu leur dis Moi, je pars de la base. C'est-à-dire que je leur dis, ok, sur quoi tu veux qu'on travaille? S'ils n'ont pas d'idée, moi, je propose des choses. D'accord. Et là, je lui dis, est-ce que, par exemple, là, c'est plutôt, ne serait-ce que déjà la présentation de l'exercice qui te pose problème? Parce que ça peut jouer, pas plus tard qu'hier, voilà, une présentation dans un sens faisait que c'était pas fluide pour l'élève, mais présenté autrement, déjà, ça changeait des choses. Oula. Donc, voilà. Non mais oui, ça peut jouer. Ça ne joue à pas grand-chose. Ça joue à pas grand-chose, des fois. Et après, il y a d'autres choses derrière, mais ça peut commencer par ça. C'est-à-dire qu'au lieu de présenter linéairement, peut-être que verticalement, c'est plus confortable. Des fois, c'est autre chose. Voilà. C'est vraiment essayer de chercher d'un point de vue déjà spatial, même temporel, dans la chronologie des événements, comment c'est confortable pour l'élève. Et après, d'aller dire, est-ce que toi, là, tu as plus besoin de commenter, de procéder par étapes, d'avoir déjà l'idée de ce qui t'attend à la fin, ou plutôt de te concentrer sur chaque étape. Voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à dire, tu vas faire ce métier, tu vas pouvoir faire ce métier. Non, c'est pas... Alors, pas moi. En tout cas... Il se pose des questions déjà Oui, alors... moi, j'ai pas eu ce problème de choisir mon métier. Ouais. Moi, je suis né charpentier. Ouais. Donc, du coup, là, moi, ça m'intrigue toujours. Une personne qui dit, putain, je sais pas ce que je vais faire. Oui. Et là, c'est à quel moment que, on se dit, il a la possibilité de... Parce que du coup, par rapport à ce travail que tu fais, tu pourrais presque les orienter et leur dire, toi, tu as des capacités d'aller là par là, d'aller par là, regarde, va voir. Ouais. C'est possible, c'est ça un peu ou pas? Non. C'est pas à ce moment-là encore. Alors, c'est pas à ce en moment-là. fait, ça dépend. Au collège, au collège, on a quel âge? Moi, au collège, je disons, plus rien. 15 ans à peu près à la fin. Ouais, déjà, oui, ils attaquent là. C'est ça. Mais donc... Moi, j'ai des gamins qui se font venir en stage, ils ont 15 ans, 14 ans. Oui, c'est ça. Toi, 15 jours, une semaine. Donc là, ça y est, ça attaque, il faut un métier, il faut... Oui, alors il y a le stress. Parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir. Ouais, c'est ça. Au collège, pour ceux qu'on accompagne là, dans le dispositif, il y a une éducatrice qui va, elle, vraiment prendre du temps pour les aider un peu à discerner. De toute façon, il faut qu'ils se projettent sur l'année d'après. Donc, elle les aide à discerner. Et on a de la chance dans ce collège parce qu'il propose quand même assez facilement des stages. Donc, on croise les doigts pour que l'éducation nationale continue à permettre ça. C'est génial parce la tarte aux fraises. C'est ça. Si les gamins ne vont pas voir... C'est ça. Donc, ils vont vraiment chercher... Attends, je fais une petite parenthèse. Là, je m'adresse aux entrepreneurs. Ouais. À tous les entrepreneurs. Bah oui. Je dis, putain, mais donnez-leur
donnez-leur leur chance. Mais oui, c'est ça. On c'est vous ça. a donné une chance, à vous sans doute, mais donnez-leur leur chance. Purée. Moi, dès qu'un petit gamin vient prendre un stage, je le prends. Je dis, mais bien sûr qu'il faut qu'ils viennent voir. C'est ça. Moi, j'ai des gamins. Après, j'ai des gamins qui viennent 15 jours. Des fois, ils viennent 15 jours. Ils savent pas trop. Donc, je les mets dans l'atelier, en menuiserie. Je les amène sur le chantier. Je les amène en charpente, en couverture, en toiture. Il y en a qui sont rassurés dans l'atelier. Il y en a qui se font chier. Il y en a qui sont super bien sur l'échafaudage. Là, j'ai un petit gamin qui a pas longtemps, là, Jean. Il était venu en stage il y a 1 an et demi. Il savait pas du tout. Oh, il est monté sur l'échafaudage. Ça l'a éclaté. Il est parti. Il fait un bac pro construction bois. Il est revenu là. Il jouit de bonheur. Il vient, il monte sur l'échafaudage. On le fait courir, on le fait cavaler. On en profite après. Il dit, va me chercher ci, va me chercher ça. Donc le petit, mais il s'éclate. Donc purée, prenez des stages, prenez des gamins, faites-leur essayer. Après, j'en ai plein d'artisans qui viennent me voir et qui me disent, on trouve pas de salariés, on trouve plus de personnel. Bah ouais les gars, vous refusez de les former. Si à un moment donné vous leur donnez pas l'envie ou le goût. Donc prenez-les, une semaine ça coûte rien. Puis, c'est génial. Ça coûte rien, c'est gratuit. Voilà, vous les prenez. Donc, et à un moment donné, il faut qu'ils essayent parce qu'autrement on va pas s'en sortir. On n'aura plus de main d'œuvre dans quelques temps si on continue à. En tout cas, c'est ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils vont en stage, généralement ils sont super contents. Pour moi, l'idée à chaque fois, c'est pas forcément qu'ils décident de leur métier tout de suite. C'est juste qu'ils fassent des expériences. Et quand on discute, que ce soit au collège ou alors au bureau, ou des fois je vois aussi des lycéens qui sont aussi en questionnement sur leur avenir. Ma position à moi, c'est plutôt de dire pas de panique. Ce qui compte, c'est que tu puisses te projeter sur, alors au début d'année sur l'année et après sur l'année d'après. Mais sans stress, parce que je me dis qu'un parcours, il peut être fait de plein de contours, de plein de virages, et que le truc de mon époque, où il fallait qu'à 18 ans, on sache qu'on allait faire les 80 prochaines années, c'est fini. Bah oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est plutôt de les rassurer en disant, cherche déjà quelque chose qui fait sens pour toi l'année prochaine, enfin cette année, puis l'année prochaine. Et si c'est juste, alors la suite, elle sera juste aussi. C'est-à-dire que si on va de justesse en justesse, forcément qu'à un moment, le parcours, il se fait, et il n'y a plus ce stress de se dire je vais louper ma voie, je ne vais pas savoir quoi faire. Après, c'est amené à regarder ça de manière positive en disant on a le droit de chercher, on a le droit d'expérimenter, et c'est génial aussi ça. Est-ce qu'aujourd'hui, après, à ton niveau, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais la faute d'orthographe, est-ce qu'il y en a beaucoup encore qui font des fautes d'orthographe ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui en font un complexe et qui se disent putain, je suis alors il y a les je suis deux. mal barré, donc je vais être limité dans mon métier, dans mon travail. Si je fais des fautes, moi c'était un peu ça, si tu veux. Moi la faute d'orthographe c'est terrible. J'ai jamais rien compris de toute façon, grammaire, tout, j'ai rien compris, mais je me suis dit je peux pas faire 50 métiers. Bon après je te parle de ça il y a quelques années quand même, d'un certain âge, mais je me suis bloqué. Je me dis je pourrais pas faire d'autres métiers que ça parce qu'on me demande pas d'écrire, on me demande pas de. Donc, est-ce que c'est un blocage ? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui angoissent avec ça ? Ou est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui, stressez pas avec ça ? Oui. Il y a des outils qui peuvent vous aider à pallier à la faute d'orthographe ? Oui, alors ça c'est sûr qu'il y en a qui ont vraiment ce problème d'orthographe. Et notamment aussi, justement, tous ceux qui ont des troubles 10, dyslexie, dysorthographe. Alors, on n'appelle plus ça comme ça aujourd'hui, mais des troubles liés à l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Vous appelez ça comment, alors ? Parce que là, non, c'est plus un trouble. C'est plus un trouble. C'est pas moi qui appelle. Moi, j'ai eu des retours sur mes documentaires. Putain, celui qui a inventé le mot dyslexique, c'était vraiment un salopard, toi, parce que pour traiter les gens avec ce nom-là, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des troubles. Alors, après, moi, je le vois pas forcément. Trouble 10, alors on va dire. Hein, oui, voilà. Mais même ça, ils essayent de mettre. D'arrêter de ça. Voilà. Mais oui, c'est ce que je dis dans mes vidéos. C'est ça. Et en fait, donc oui, il y en a qui sont qui souffrent vraiment de ça, qui sont vraiment gênés. Hier, c'était rigolo, j'ai recroisé une jeune, puis à un moment, il se trouve que j'avais connue petite, et maintenant qui est adulte, qui travaille, et à un moment, il y a un mot, elle se trompe dans un mot, et elle me dit, vous voyez, ça n'a pas changé. Et en fait, oui, mais c'est pas grave, parce que justement, quand on a un trouble, il passe pas du jour au lendemain. C'est comme ça, et ce qui est bien, c'est qu'on puisse aujourd'hui accepter aussi, justement, que tout ça, ça fait partie de la vie aussi. Que ce soit l'écriture, d'autres, ça va être les maths, moi, j'ai complexé pendant longtemps au collège sur les maths pour lesquelles j'avais fait un vrai blocage. Donc, je comprends aussi quand on passe par ça. Sans avoir de troubles, c'est déjà très compliqué quand on est bloqué. Et après, ça fait du bien quand ça se débloque. Et puis, d'autres qui vont aussi avoir du mal avec l'attention. C'est aussi une forme de gêne parfois. Et tout ce qui va être aussi oralité, quand on n'a pas les mots.
parce qu'à l'oral, c'est compliqué de les avoir, c'est tout aussi un frein. Et c'est même encore compliqué parce que ça ne se voit pas forcément, vu qu'on ne parle pas trop, ça ne se détecte pas vite. Voilà. Et donc moi, tout ça, oui, je sais que ça existe. Et donc chacun a son complexe avec sa difficulté. Mais par contre, justement, ce que j'espère, c'est que tout ça, ça va continuer à aller dans le bon sens, qu'on va de plus en plus le connaître et le reconnaître. Moi, je ne suis pas apte à poser des bilans, ce n'est pas moi qui pose des diagnostics. Mais voilà, quand on le sait, et même quand on ne le sait pas, on se dit « Ok, telle personne, ça a l'air compliqué sur ça. » On va déjà essayer d'accueillir ça et d'apaiser pour dire il y a des solutions, ça ne dit en rien la valeur de la personne, encore une fois. Ça ne parle pas non plus de ses compétences générales, ça dit juste que sur ça, il y a un souci et que là, il faut qu'on trouve des moyens d'aider, d'accompagner et qu'après, la personne puisse elle-même être autonome avec ça. Tu me parles, tu me dis que tu as croisé quelqu'un qui... Ouais, vous voyez, ça n'a pas changé. Là, je m'adresse aux entrepreneurs, à toutes les entreprises. Aujourd'hui, arrêtez de cataloguer les gens parce qu'ils font de la faute d'orthographe, purée. Vous pénalisez... Déjà, vous pénalisez, vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous ne trouvez pas de salariés, vous voulez trouver l'élite. Mais l'élite, elle n'existe nulle part. Oui, et puis l'élite, c'est pas forcément non plus ça. L'élite, c'est pas des bons. Ça se trouve, l'élite, ça va pas être des courageux, ils seront pas optimistes, ils seront peut-être déprimés. Tu vois, vous êtes super l'élite, il va être déprimé, il va pas envie de bosser, ça va être un feignant. Non. Aujourd'hui, laissez la chance à tous ces 10 des orthographes. Tant pis, la faute d'orthographe, mettez un outil à cette personne pour que la faute d'orthographe soit limitée. Que, bien sûr, s'il envoie des courriers à vos clients avec des fautes d'orthographe, mettez un outil en place. Parce qu'un 10, attention, il a un cerveau extraordinaire. C'est un dingue, le dyslexique. Il a le cerveau qui tourne à 200 à l'heure. Il voit, il comprend tout son environnement très, très vite. Un dyslexique rentre dans une pièce, il sait tout de suite. En quelques secondes, il sait ce qui va se passer, bien ou pas bien. La personne qui est en face, il va l'analyser très vite. Donc aujourd'hui, entrepreneur, lâchez l'affaire sur vos critères. Moi, j'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, je fais un chantier. Lui, il avait des magasins, des centres de prise de sang, tout ça. Toi. Et son critère, c'est le CV. L'ancien, Christophe, il a un peu plus de 60 ans, donc recrutement, la faute d'orthographe, tu dégages. Au bout d'un moment, tu trouves personne. Je pense que tu trouves plus personne. Donc là, recrutement, faute d'orthographe, il recrute sa compagne maintenant, Alex, et ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Du coup, ils se sont mariés, il a fait des enfants. Et l'autre jour, on en parlait, parce qu'elle suit ma chaîne. Elle me dit « Ah ouais, mais ça, c'était le critère, Christophe, la faute d'orthographe, à poubelle. Et moi, ça fait 20 ans que je suis avec lui. Donc. Et elle bosse, bureau d'analyse, elle bosse depuis 20 ans. Et voilà, elle fait comme des prises de sang, elle analyse le sang. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, entrepreneur, arrêtez. C'est des gens hyper sensibles, intuitifs, les dyslexiques. On n'en a rien à foutre de la faute d'orthographe. Bien sûr que quand tu es un littéraire, tu es un écrivain, si tu veux aller à Paris, faire des belles choses, oui, je suis d'accord, la langue française, il ne faut pas la lâcher. Il faut continuer à bien la parler, à bien l'écrire. C'est important. Ok, mais voilà. Mettons les outils ensemble pour leur filer un coup de main à ces gens. Et puis surtout, comme tu dis, la petite, elle dit ouais, mais bon, ça n'a pas changé. Non, on n'en a rien à foutre. Que vous faites des fautes, on s'en foutait. Par contre, allez-y, moi je dis, n'hésitez pas. Moi j'en parle, moi je dis, je suis un 10, alors les fautes, voilà, faites attention. Bon, c'est vrai que c'est pas super. Mais ce qui est important dans ce que tu dis, si je peux me permettre, c'est justement que toi tu dis, moi par exemple j'ai ça comme trouble. Et oui, mais c'est génial d'oser le dire maintenant parce que justement on est dans une époque où on peut plus le nommer, déjà parce qu'on l'identifie. Moi à mon époque quand j'étais petite, ça ne se connaissait pas. Et moi je m'entendais bien aussi souvent avec des élèves qui étaient moins scolaires. Et finalement, je trouvais à chaque fois qu'il y avait une pertinence, il y avait quelque chose derrière, mais qui ne rentrait pas dans le moule. Et ça m'intriguait, justement, déjà à l'époque. Et sauf qu'il n'y avait pas de mots pour ça. Et en fait, souvent, il y avait un peu cette étiquette, t'es pas scolaire ou t'es pas bon, voilà. Et finalement, ce que je trouve bien dans notre ère là quand même, c'est qu'aujourd'hui, même si je suis pas fan des étiquettes, je suis pas fan de poser des étiquettes sur tout, mais en fait, je me dis, si on considère que ce sont des éclairages
qui ne définissent pas toute la personne. Quand un élève me dit Anne, tu sais, là j'ai un TDAH, non, je suis TDAH, justement, je lui dis non, tu n'es pas TDAH, tu as un TDAH par exemple, ou une 10 ou autre chose, mais ce n'est pas toute ta personne, tu n'es pas un TDAH sur pattes ou un 10 sur pattes, en fait, c'est une de tes composantes, mais tu as plein d'autres choses à côté, et ça ne te définit pas complètement, ça définit un bout de toi dans un domaine. Et le fait de pouvoir aussi en parler aujourd'hui et que ce soit plus reconnu, l'avantage, c'est que déjà, ça se vulgarise, donc on est moins affolé, on comprend mieux, on juge peut-être moins, j'espère. Et ça permet après aussi de faire du lien et d'être mieux compris dans son milieu professionnel. Et là, toi, tu parlais de l'écriture, mais je pensais aussi à un jeune qui, lui, avait un problème, donc un trouble du langage oral, donc la difficulté à exprimer. Ça, c'est un peu plus compliqué, je suis d'accord. Et en fait, il est allé en entreprise. Et donc, une première fois en stage, et j'avais appelé son maître de stage qui me dit oui, quand même, par contre, il s'exprime pas beaucoup, il est un peu mou. Donc là, est-ce qu'il avait besoin de s'exprimer? Mais en tout cas, le gars attendait ça, l'employeur, enfin le maître de stage. Il avait besoin ou pas? Le maître de stage attendait ça. Et je lui dis, moi, si je fais un gamin en stage pour un charpentier, j'ai pas besoin qu'il parle. Oui, mais lui, là, il était dans un magasin. Il était dans un magasin, toi. Puis peut-être que ce monsieur avait besoin d'échanges, je sais pas. Mais et donc je lui dis, mais est-ce qu'il vous a expliqué qu'il avait un trouble du langage oral? Il me dit, ah non, c'est quoi? Et du coup, voilà, ça a permis d'échanger. Il me dit, ah ouais, mais ok, si j'avais su. Donc après, j'en avais reparlé avec le jeune. Et je lui dis, tu sais, il faut que tu penses vraiment à le dire. Et ça, c'est pas évident. Après, il est parti en apprentissage. Et j'avais su que justement, à nouveau, on lui reprochait peut-être de pas trop s'exprimer. Et donc là, j'avais dit, mais vraiment, ose le dire. Pour être compris aussi, pour qu'on comprenne que c'est pas que tu n'as pas envie de communiquer, que c'est pas que tu sais pas faire, mais simplement pour toi, les mots ils viennent pas facilement et c'est comme ça en fait. Et je me dis que plus on va s'habituer à expliquer ça, plus on pourra aussi se comprendre les uns et les autres et s'adapter aussi, voilà. Faut arrêter de cacher. Et ne pas avoir honte. Faut arrêter de se cacher. C'est ça, ne pas avoir honte. Si les gens en face de toi savent pas que tu as une souffrance quelconque, voilà, ils peuvent pas. Nous, on s'adapte, adultes. Quand moi j'ai un personnage qui est en difficulté, on va s'adapter, on va faire avec. Oui, c'est ça. On va pas se moquer parce que du coup c'est plus. C'est ça. Et ça, c'est chouette que ça évolue. Maintenant, il y a encore de la marge. Mais voilà. Oui, mais il faut que ça aille très très vite parce que j'en reviens à nos entrepreneurs. Mais y a qui pas veulent que, l'élite et les mecs parfaits. Non, après, il faut qu'ils essayent, il faut que les gamins ils essayent. Et bien c'est sûr, ça, oui. Ouais, donc du coup, mais j'en reviens à ta petite là, qui te dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une réunion de chantier sur un dégât des eaux d'un plombier qui avait fait dans une grosse construction. Il y a vraiment beaucoup de dégâts, tu vois, il y a à peu près 150 000 € de travaux à faire. Et là, on s'est retrouvés à 8-12, tu vois, à la réunion de chantier. Et il y avait les experts d'assurés, les assurances, il y avait les architectes, il y avait les fournisseurs, il y avait les entrepreneurs, il y avait tout le monde. Moi, j'ai fait un devis, un chiffrage pour refaire les travaux. Et à un moment donné, il y avait un expert, l'expert de l'entrepreneur qui a fait les dégâts, qui discute, il y a une cinquantaine d'années, tu vois, un peu comme nous, qui écrit, qui discute, et à un moment donné, il dit un mot qui part un peu de travers, et il a dit la chose. Moi, j'étais au bout de la cuisine, j'étais avec la cliente en train de discuter avec elle, et il dit, ouais, excusez-moi, ma dyslexie, de temps en temps, elle ressort. C'est génial. Voilà, tu vois, c'est génial. le gars, il est expert en assuré, c'est un expert d'assurance. Ouais. On est dans une réunion où il y a que des mecs, il y en avait 2-3 en costard-cravate. C'est toujours impressionnant, tu sais. Surtout qu'il y en avait un, il faisait quasiment 2 mètres, c'était le grand patron des assurances de France qui venait là. Donc du coup, on était vraiment dans une ambiance un peu, tu vois, solennelle. Et non, le gars, il s'est pas décoincé, il s'est pas coincé, il dit oui, moi, on peut, pas de souci, très très bien. Moi, j'ai eu plein de retours, oui, mais à l'époque, on n'en parlait pas, on disait rien. C'est vrai. Donc, du coup, l'éducation nationale a mis quelque chose en place pour contrecarrer tous ces gamins en difficulté. Alors, c'est l'éducation nationale, mais c'est aussi le système médical qui a évolué. C'est-à-dire que c'est aussi tout le travail des orthophonistes, des neuropsys, des psychologues qui a aussi permis déjà de mettre des mots sur tout ça. Il y en a de plus en plus ou pas? Ou c'est, ça, je sais pas. Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus? Je sais pas. Ce que je pense, c'est qu'avant, c'était pas du tout détecté et maintenant, c'est détecté. Donc, du coup, c'est difficile de savoir si on a plus ou moins. Mais disons que comme maintenant, on l'identifie, qu'avant, on l'identifiait pas, forcément. Voilà. D'accord.
Donc là maintenant, après, tout ce travail est fait, on a fait des repérages, on a réussi à identifier, on a réussi à discuter avec le gamin, on a réussi à lui donner, comment dire, toi tu lui fais que tu lui donnes des outils, pas des outils, mais tu lui donnes c'est une façon de donner des outils. Une idée de voix, une idée c'est lui laisser un espace, en fait, pour accueillir sa difficulté, la dédramatiser. Voilà. Et après, aller chercher des leviers pour trouver des solutions. Et là, il se passe quoi, pour à un avancer. moment donné, quand le gamin il a compris, il est content. Il est content, ouais, et du coup, là, il commence à... comment dire, est-ce qu'il a... Moi, ce que je comprends pas, alors moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous abordez pas le travail à ce moment-là? Comment ça, ils ont 15 ans, les gamins. Ah, mais si. On parle de... Ah non, mais si, c'est abordé. Sauf que moi, en fait, si tu quand dans quoi tu peux aller, dans quoi... Non, mais moi, quand je suis au collège, je sais que cette part-là, moi, je vais en parler un peu, mais elle est reprise par l'éducatrice qui s'occupe de ça, par le prof principal, enfin par plein de gens en fait. Donc moi là-dedans, c'est pas mon premier objectif immédiat. Après au bureau, quand je me retrouve avec des jeunes qui ont aussi certainement ça dans leurs établissements, mais qui viennent là pour justement prendre un peu plus de recul et tout. Et si, on va se pencher sur ça. Mais l'idée pour moi, c'est pas forcément de définir un métier, encore une fois. C'est de dire où est-ce que tu te vois l'année prochaine, quelles sont tes motivations pour aller là-dedans. Et puis il y en a qui, quand même, des fois arrivent en disant mais moi j'ai pas, je sais vraiment pas. Et je leur dis, c'est pas grave en fait. Il faut juste quand même qu'on trouve où tu vas aller, parce qu'il faut que tu ailles quelque part. Et tu vas considérer que c'est un test, que tu valideras ou pas. Et si c'est pas ça, tu rechangeras. C'est aussi apaisé sur le... Et en fait, moi, je vois pas ça comme... Il y en a qui disent, c'est le droit de se tromper. Moi, c'est pas le droit de se tromper. C'est juste le dire, en fait, mon parcours, il va passer par là et puis par là. Et ce sera pas une erreur si je change, en fait. C'est juste que je valide que c'est pas encore ça et je vais chercher autre chose. Donc c'est pas voir les choses sous forme d'erreur, c'est les voir sous forme de parcours qui s'affinent. Donc du coup, c'est à partir de maintenant, là, 14-15 ans, où on a les stages en entreprise. Oui, en troisième. Petite semaine. Est-ce que c'est vraiment efficace ou pas? Pour certains, Pour certains, alors dans le dispositif où je suis au collège, donc ils peuvent en faire un peu plus normal. Pour l'instant, ils ont toujours le droit, donc on croise les doigts pour que ça continue. Ça, faut pas que ça lâche. Ce serait bien, oui. Là, je dis à tout le monde, l'éducation nationale ou les profs, lâchez pas l'affaire là-dessus. Il faut vraiment que les gamins aillent goûter la tarte aux fraises. Oui, c'est ça. Ouais. Et oui, en fait, ça, souvent, ça leur fait beaucoup de bien, parce que là, déjà, ils sont considérés autrement. Quand ils ont la chance aussi, c'est vraiment souvent le cas de tomber sur des chouettes maîtres de stage. Le rapport n'est plus un rapport prof-élève, donc ça leur fait du bien. Le fait d'être dans la matière, dans le concret, voilà. Et puis, des fois, ils y vont en se disant, non, je ne ferai pas... menuisier ou de la restauration ou autre, mais j'ai découvert et c'était chouette. Et puis certains, par contre, ont déjà une idée très précise. Des fois, on les encourage à aller voir quand même autre chose. Et parfois, ils ont aussi des révélations en disant finalement, on préfère partir sur ça ou autre. Et puis voilà. Et puis quand des fois, c'est des parcours un peu, disons, où il n'y a pas d'orientation après la troisième, où ils veulent partir en général, la question se pose toujours après pour le lycée. Et là aussi, c'est laisser la curiosité vraiment se développer et ne pas paniquer sur le post-bac qui devrait être déjà l'aboutissement en fait de quelque chose, alors que finalement c'est que le démarrage. C'est la fin d'un parcours scolaire classique, on va dire, mais c'est juste le démarrage de tout un autre pan qui va évoluer. Et souvent, quand on est encore à l'école, c'est quand même une vision assez fermée de tout ce qui peut nous attendre. Et après, ils découvrent plein d'autres choses et c'est génial. Et là, moi, ça, c'est mon avis personnel. Attention, c'est ce que je vais dire. Ça m'engage que moi. Okay. Alors après, on va dire, oui, mais les réseaux sociaux, les gamins, ils y sont trop, il y a trop d'abus. Mais pourquoi pas aller voir sur Internet, sur YouTube, sur Internet, qu'est-ce qu'ont fait les autres, comment ils ont démarré, rien vous empêche aujourd'hui d'aller taper sur Google, sur un moteur de recherche,
qu'est-ce que je peux faire comme métier, et aller voir. Il y a plein de gens qui ont fait des belles réussites, qui ont monté des belles entreprises, qui donnent leur exemple. En plus, on peut aller jeter un coup d'œil pour voir. Mais ils le font, je pense. Oui, c'est génial. Il faut pas hésiter à aller voir, aller chercher l'info, aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment il a réussi. Quand on voit la plupart des gros chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui au 440, quand vous regardez le départ de certains, on est bien d'accord. C'est pas des mecs qui sortent de l'ENA ou de Polytechnique et qui avaient des grandes familles bourgeoises et qui les ont aidés à grandir. Faut pas croire. Donc, allez chercher des modèles, des exemples, et puis regardez. Et puis surtout, essayez et goûter la tarte aux fraises. Si, mais ça, je pense qu'ils le font. Ils le font parce qu'ils sont beaucoup sur tout ça. Allez, on parle des conneries sur le darknet ou tout ça. Oui, mais, ça, allez voir que des bonnes choses, on est bien d'accord. Mais voilà, si ils se renseignent. Après, moi, je pense que c'est quand même toujours important aussi d'être vraiment des fois au contact de la personne. Parce que c'est aussi c'est encore plus réel en fait. Donc voilà, avoir une vraie personne en face de soi qui témoigne de son parcours, c'est très chouette aussi. Donc là, Anne, on est en train d'organiser, on est en train d'organiser un rendez-vous dans mon entreprise. J'espère que ça pourra se faire, on en reparlera. Pas de problème, on verra bien, mais du coup, tu voudrais faire venir ces ados dans mon entreprise pour qu'ils découvrent l'atelier. Ils vont me poser des questions, ils veulent être en direct. Est-ce que ça, c'est nouveau? C'est quelque chose qui se fait? Ou c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Alors ça, oui, on a essayé de le mettre en place déjà quelques fois, enfin juste des visites justement de personnes qui avaient eu des parcours un peu atypiques. Donc des reconversions plutôt au départ. Et là, puisque je t'ai rencontré, je me suis dit que ça pouvait être chouette que tu éventuellement leur parles directement de ton parcours et que tu leur présentes aussi ton métier, parce que je sais aussi que dans les élèves que j'accompagne cette année, il y en a quelques-uns qui sont aussi attirés par ce métier-là. Donc je me dis que ça pourrait être génial pour eux de voir ça de plus près. Mais vous l'avez déjà fait ou pas? Ça déjà... Avec un charpentier, non. Moi, je les ai déjà amenés rencontrer quelqu'un qui avait travaillé à l'usine et après qui était devenu producteur de plantes. Voilà. Une personne qui était architecte et qui faisait des confitures. Voilà, c'était plutôt en lien avec des gens qui avaient eu des parcours après. Des reconversions. Plus près de la nature. Voilà. Mais alors, pas avec moi, mais avec d'autres personnes de l'établissement. Je pense que oui, ils l'ont déjà fait. Je sais pas. Moi, c'est avec plaisir, de toute façon, que je vais vous accueillir si ça se fait, il n'y a pas de problème. Si on peut faire un petit truc vraiment sympa. Moi, si je peux aider des gamins, c'est pas un souci, tu vois. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Alors, dans tout ce qu'on a discuté, on n'a pas parlé des parents, du coup. Alors, comment les parents abordent ce sujet j'ai une petite anecdote, d'ailleurs. J'ai une cliente qui m'appelle, alors, elle sait que je suis dyslexique, que je parle de ça, que je travaille là-dessus. Et elle me dit, du coup, il y a eu un drame dans la famille. Tout d'un coup, ma petite fille arrive avec ses parents et ma fille, et on a vu, et ça, on vient de voir que la petite est dyslexique. Alors, le monde s'est effondré, tu vois. Ah oui. Alors, ils ne savaient plus trop ce qu'il fallait faire. Et du coup, là, Alex, elle dit, vous inquiétez pas, j'ai la solution. Alors, bon, pas de problème. Et on met le documentaire que j'ai fait sur ma chaîne YouTube sur la dyslexie. Parce que je suis cash, je dis vraiment la vérité. Et mes souffrances, ce qui s'est produit, et ce que je suis aujourd'hui, là où on peut aller, même en étant 10. Et toute la famille regarde le documentaire. À la fin du documentaire, il n'y avait plus de problème. Plus personne n'était handicapé. Et tout d'un coup, ce gamin, cette petite, d'un coup, elle s'est retrouvée qu'un don, elle ne savait pas. Donc, ça a complètement changé la vision des parents et c'était plus du tout dramatique. Donc, aujourd'hui, comment les parents abordent le sujet? Est-ce que tu abordes le sujet avec eux? Est-ce que, dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce que tu leur donnes des mots, des conseils? Alors, des conseils... pas forcément des conseils. Pas des conseils, oui, parce que ça, mots, c'est compliqué. Ouais. Mais je sais que le mot conseil... c'est surtout que le conseil, c'est comme si moi, je savais exactement ce qu'ils vivaient. Et en fait, non, parce que je ne suis pas à leur place. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que c'est important d'accueillir aussi les parents dans ces moments-là, parce que en fait, eux se retrouvent aussi souvent démunis, alors que ce soit pour un trouble 10 ou du décrochage ou autre chose. Et en fait, ils se trouvent aussi en difficulté parce que soit ça fait écho à leur propre parcours, qui n'a pas été réglé et du coup qui est encore douloureux, qui est encore à vif, et ça fait mal. Voilà, donc c'est aussi important d'accueillir ça pour finalement, à travers l'enfant, des fois,
aussi un peu apaiser et rassurer le parent sur son propre parcours. Et puis, c'est aussi de pouvoir les aider à prendre du recul sur le fait que tout ne se joue pas maintenant, qu'il y a des solutions possibles. Alors après, il y a quand même des parents, des fois, qui se retrouvent dans des situations vraiment difficiles, parce qu'il y a aussi des troubles qui sont plus difficiles, des fois, à accompagner que d'autres. Et ça, c'est vrai que ça me touche aussi beaucoup à chaque fois, parce qu'on ne mesure pas toujours à quel point les parents peuvent être impactés dans certaines situations. Comme tu dis, les parents Vraiment. ont eu leurs problèmes, leurs angoisses, qu'ils n'arrivent pas non plus peut-être à apporter tout le soutien à leurs enfants, parce qu'eux déjà ont été en difficulté. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est le prochain sujet que j'ai avec Julie. On va aborder ce problème de difficulté d'enfance, donc où les parents ont eu des blocages. Donc, il faut savoir une chose, que le blocage ne vient pas forcément de vous-même. Des fois, c'est un parent, c'est vos parents, vos grands-parents qui vous ont transmis des angoisses et du stress, et vous partez et vous repartez avec ça. Donc, avec le prochain interview avec Juju, on va parler de ça, de guérir. Il faut guérir les parents pour pouvoir guérir les enfants, pour soigner les enfants aussi. Des fois, faut mieux... Bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Voilà. Mais c'est en lien parce que c'est vrai qu'en fait, ce que moi j'observe, c'est que parfois, à travers l'enfant, en fait, il y a une espèce de réparation, quelque chose qui vient aussi toucher le parent. Donc pour moi, il y a des vases qui s'alimentent, et je pense aussi quand même pas mal que nos enfants, en fait, sont... Alors nous, on les fait naître, on les aide à grandir, mais qu'en fait, finalement, eux aussi nous font grandir. Parce qu'on n'est pas prêt à être parents, en fait, jamais. Bah ouais. Et finalement, c'est à travers ce que eux nous amènent. Pas du tout. Il n'y a pas de guide Michelin du bon papa et de la bonne maman. Non, on ne sait pas faire. J'ai déjà abordé le sujet, mais... Et donc, à travers les difficultés qu'ils nous amènent, finalement, ils nous font bouger, en fait. Et plus on veut bouger, et finalement, plus on peut aussi grandir et finalement s'élever, en fait, nous-mêmes. Et du coup, oui, je pense que c'est important aussi de pouvoir rassurer les parents, tout en étant... Il n'y a rien de trop tard. Et de ne pas les juger. Ouais. Mais il n'y a rien de trop tard aux parents. Moi, je m'adresse aux parents, il n'y a rien de trop tard. Pas parce qu'à un moment donné, là, vous êtes en difficulté avec vos ados, parce que vous avez des problèmes. Putain, il n'y a rien de trop tard. Au contraire, on est à la moitié de notre vie. Quand on a un enfant de 15 ans, généralement, on a 40 ans ou 35 ans. Non, là aussi, il faut vous mettre en question et chercher le problème et trouver les solutions. Et ne pas continuer... Et surtout, vous débarrasser des problèmes et pas continuer avec. Parce que vous ne pourrez pas faire grandir ni votre enfant, ni votre famille, ni votre vie perso, de femme, d'homme. Faut vraiment traiter tout au départ. Hein. C'est ça. Mais du coup, dans tous ces aspects-là, je pense aussi que c'est bien, justement, qu'on puisse aussi avoir du recul sur les parents en général, en disant que chacun fait aussi du mieux qu'il peut. Et que comme on n'est pas outillé au départ pour savoir comment on va accompagner, tu disais tout à l'heure, voilà, pour la famille c'était un peu un drame quand il y a eu le diagnostic de poser. Pour certaines familles, oui, ça l'est, et ça il faut aussi l'accepter. Et si pour eux ça reste quelque chose de problématique à un moment, c'est aussi accepter que ça reste problématique à un moment et leur permettre petit à petit de prendre du recul avec ça et de leur montrer qu'il y aura des solutions. Et après, dans certains cas, c'est vrai que pour d'autres, il y a des sujets aussi plus lourds. Et de pouvoir faire de la place à chacun, en fait. C'est ça, de pouvoir dire aux parents, en fait, vous n'êtes pas seuls. Enfin, à la fois, ils sont seuls dans ce qu'ils vivent, mais voilà, leur faire une place dans la société pour qu'ils puissent se sentir étayés et pas rejetés. Et pas mauvais parents. Alors après, c'est un peu dur de leur dire que c'est pas de leur faute, parce que du coup... Si, c'est bien de leur dire que c'est pas de leur faute. J'en sais rien. Et non, c'est pas de leur faute. Du coup, c'est leur progéniture, ça vient. Mais justement, on est d'accord, c'est leur ADN. Donc, est-ce non, c'est pas de leur faute. Est-ce que le parent aujourd'hui, il peut culpabiliser et se dire, non. Putain, moi j'ai eu un parcours de merde, j'ai transmis. Ça, c'est pas vrai. Hein. Oui, ça, c'est pas vrai parce oui. que moi j'ai vu. Ça fait 30 ans que je suis dans l'artisanat, donc j'ai vu des gens, des milliers de personnes se présenter à moi avec des façons de penser. Et on voit très bien qu'à un moment donné, il y a des gens, ça reste quand même très très modeste. Et puis vous voyez que les enfants, ils font des carrières. Oui, non, mais ça les c'est. gars montent à l'ENA, ça c'est pas. Et c'est des gens très très modestes. Voilà. Donc il y a pas de. Attention, il n'y a pas de règle. C'est ça. Et pour moi, surtout là, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est-à-dire qu'un métier ne définit pas une personne. La notion de réussite, elle est très relative à mon sens. Et voilà. Et on n'est pas. On n'est pas déterminé. Alors on est impacté parfois par un environnement, mais on n'est pas déterminé. Donc, par contre, il y a un paquet de parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. C'est dur, mais bon, on n'a pas... Moi, j'ai croisé des gens très très riches,
Voilà, c'était... Oui, ça n'a rien à voir. Voilà, donc cette interview s'achève. Merci Anne d'être venue, c'était super. Franchement, merci John. C'était exceptionnel. Très heureux d'avoir discuté avec toi, ça m'a éclairé. Franchement, j'ai bien... et j'espère que tout le monde a bien compris ce qui se passe et ce qui est mis en place pour aider tous ces gamins dans leur scolarité. Et puis, du coup, on a un petit cadeau à nos invités. On fait un petit cadeau. C'est le t-shirt c'est le polo John Cochet, où il y a le petit slogan dessus. Tu peux faire un très mauvais départ, mais une belle arrivée. Donc, c'est un petit cadeau que je donne à tous mes invités. Alex, il nous donne une petite bouteille d'eau et il nous paye un café. Moi, je t'offre un petit polo. Hein, mais c'est trop gentil. Voilà. Merci beaucoup. Je porterai avec plaisir. C'est ta taille. Hein. Merci, c'est nickel. Il n'y a pas de souci, c'est ta taille. Et est-ce que je peux dire une dernière chose en fait? Oui. Tu m'avais demandé à un moment ce que je dirais à un élève qui ne se sent pas bien dans sa scolarité et qui n'a pas confiance en lui. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Et j'avais repensé à une phrase de Fabrice Midal qui dit « Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en la vie qui est en moi ». Et je me dis que ça, c'est quelque chose qui est chouette à avoir en tête. Tout à fait. Voilà. Surtout, perdez pas confiance. C'est ça. Essayez, goûtez, tentez, osez. L'audace. Moi, j'ai fait toute ma vie, j'ai fait ça. Voilà. J'ai tenté, j'ai essayé. Et je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et merci pour ton témoignage. Pensez, donc du coup, ma chaîne YouTube, John Cochet. Pensez à vous abonner. Il y a plein de choses qui arrivent encore extraordinaires. On a plein d'interviews extraordinaires. On va revoir Juju, on va revoir Julie. Julie qui connaît Anne, bien sûr. C'est grâce à Julie qu'il y a ça aussi, le petit réseau, les connaissances. C'est important de faire des connaissances, avoir un réseau assez général, un peu dans beaucoup de domaines. Déjà, pour sa culture personnelle. Et du coup, ça fait des rencontres, ça crée des rencontres, faut pas hésiter. Et voilà, il y a plein d'interviews qui arrivent super toujours sur la thématique. On peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée. Merci beaucoup.